Il y a un moment dans la vie de chaque homme où il réalise que la petite fille qu'il a élevée a disparu. Non pas parce qu'elle a grandi. Non pas parce qu'elle a déménagé, mais parce que quelque chose en elle est mort et qu'elle a choisi de l'enterrer sans lui. Pour moi, ce moment est arrivé un mardi après-midi d'octobre, lorsque ma fille a fait glisser une enveloppe blanche sur la table d'un café et m'a dit que ma présence à son mariage lui ferait honte. Je m'appelle Laurent. J'ai 52 ans. Et voici l'histoire de la façon dont j'ai perdu ma fille bien avant d'avoir eu la chance de l'accompagner jusqu'à l'hôtel. Laissez-moi commencer par le début, car sinon, vous pourriez penser que je suis une sorte de monstre. Vous pourriez penser qu'un homme dont le propre enfant le paie pour qu'il ne vienne pas à son mariage a dû faire quelque chose d'impardonnable. Et peut-être qu'à ses yeux, c'est ce que j'ai fait. Peut-être que la chose impardonnable que j'ai faite a été de travailler avec mes mains au lieu d'avoir un titre de prestige. Peut-être que c'était de conduire une camionnette de 10 ans au lieu d'une berline allemande en leasing. Peut-être que c'était de vivre dans un petit 3 pièces dans la banlieue sud, au lieu d'une résidence sécurisée avec Digicode. Elle s'appelle Émilie. Émilie Marie Lefebvre, bien qu'elle ait cessé d'utiliser le nom Lefebvre il y a environ 3 ans, lorsqu'elle a rencontré Maxime. Maxime est son fiancé. Il vient d'une famille riche, la vieille bourgeoisie, le genre de richesse qui ne parle pas de ce qu'elle possède parce qu'elle part du principe que tout le monde le sait déjà. Son père est un chirurgien à la retraite. Sa mère siège au conseil d'administration de 3 associations caritatives différentes. Leur villa sur la côte vaut plus que tout ce que j'ai pu gagner dans ma vie entière. J'ai élevé Émilie seule. Sa mère est partie quand elle avait 2 ans. Elle a juste fait un sac un matin pendant que j'étais au travail et n'est jamais revenue. Pas de mots, pas de coup de téléphone, pas d'explication. Juste un placard à moitié vide et une alliance laissée sur le comptoir de la cuisine. J'avais 24 ans, un enfant en bas âge, un baccalauréat pour tout bagage et un emploi dans un atelier de carrosserie. Je n'avais pas de plan. Je n'avais pas de famille à proximité. Mes propres parents étaient décédés des années auparavant. Je n'avais rien d'autre qu'un lit à barreaux d'occasion et un vieil exemplaire du livre de Laurence Pernoud sur la première année de l'enfant, acheté dans un vide-grenier. Mais j'avais Émilie, et pendant 18 ans, elle a été toute ma vie. J'ai fait des heures supplémentaires. J'ai appris à tresser les cheveux grâce à des vidéos YouTube. Je me suis présenté à chaque réunion parents-professeurs avec du cambouis sous les ongles parce que j'arrivais tout droit du garage. J'ai préparé ses déjeuners. J'ai recousu les boutons de ses vêtements. Je suis resté assis près d'elle quand elle avait de la fièvre, quand elle a eu ses premiers chagrins d'amour, quand elle faisait des cauchemars où sa mère revenait pour l'abandonner à nouveau. Je n'étais pas un père parfait. Je n'étais pas un père riche, mais j'étais là chaque matin. Chaque soir. J'étais là quand elle a été acceptée dans une grande université avec une bourse au mérite. J'ai pleuré dans ma camionnette pendant 20 minutes avant de rentrer à la maison pour fêter ça avec elle. J'avais économisé chaque centime possible pendant des années, et ce n'était toujours pas suffisant pour couvrir ce que la bourse ne payait pas. Alors, j'ai contracté un lourd crédit à la consommation. Je ne lui ai pas dit. Je ne lui ai pas dit que je devrais travailler jusqu'à 75 ans pour le rembourser. J'ai juste souri et je lui ai dit que j'étais fier d'elle. L'université l'a changé. C'est le but, n'est-ce pas? Les enfants sont censés grandir, élargir leurs horizons, rencontrer des gens qui leur montrent un monde différent. Je me suis dit que ce n'était que ça. Les nouveaux vêtements, la façon différente de parler. La façon dont elle a commencé à esquiver les conversations sur le quartier, sur le garage, sur la vie simple que nous avions construite ensemble. Je me suis dit que c'était normal. Je me suis dit qu'elle devenait simplement elle-même. Mais quelque part au cours de ces 4 années, elle est aussi devenue la version de quelqu'un d'autre de ce que devrait être une fille. Et cette version n'avait pas de place pour un père qui sentait l'huile de moteur et vivait dans un code postal que la plupart des gens faisaient semblant d'ignorer. Elle a rencontré Maxime au cours de sa 3e année de licence. Il était en école d'avocat. Sa famille avait une maison au bord d'un lac. Il partait faire du ski à Courchevel. Il l'a demandé en mariage sur un toit-terrasse surplombant Paris, avec un diamant qui coûtait probablement plus cher que ma camionnette, mon appartement et les économies de toute ma vie réunies. Quand elle m'a appelé pour me l'annoncer, je pouvais entendre le champagne dans sa voix. Je pouvais entendre le nouveau monde dans lequel elle venait d'entrer. Et l'espace d'un instant, j'ai senti un froid glacial m'envahir la poitrine. Pas de la jalousie, pas de la rancœur,
juste la certitude silencieuse et effrayante que j'étais sur le point d'être effacé. Les fiançailles ont duré 14 mois. Pendant cette période, j'ai rencontré Maxime exactement 3 fois. La première fois, c'était lors d'un dîner, il nous a emmenés dans un endroit où le serveur était guindé et où le menu n'affichait pas les prix. J'ai porté le seul costume que je possédais, celui que j'avais acheté pour les funérailles de mon meilleur ami 6 ans plus tôt. Maxime a été poli, d'une politesse distante, comme on est poli avec un caissier ou un chauffeur de taxi. Il m'a posé des questions sur mon travail, a hoché la tête sans écouter, et a passé le reste du repas à parler avec Émilie d'un gala de charité auquel il devait assister le week-end suivant. Je suis resté assis là comme un vieux meuble usé qu'il n'avait pas encore pris le temps de remplacer. La deuxième fois, c'était à l'appartement d'Émilie. J'avais fait 2 heures de route pour lui apporter un cadeau d'anniversaire. Rien d'extravagant, juste un album photo de son enfance que j'avais fabriqué. Des photos de son premier jour de maternelle, de son exposé de sciences en CM2, de sa remise de diplôme du baccalauréat. J'y avais passé des semaines, coupant, arrangeant et étiquetant chaque photo à la main parce que je ne suis pas très doué avec les ordinateurs et que je voulais que ce soit personnel. Quand je suis arrivé, Maxime était sur le canapé. Il a regardé l'album comme si c'était un objet échoué sur une plage. Il a dit « C'est mignon », sur un ton qui faisait sonner ce mot comme une insulte. La troisième fois a été la pire. C'était censé être un dîner décontracté chez eux, juste nous 3. Mais quand je suis arrivé, il y avait d'autres personnes, des amis de Maxime, des couples portant des vêtements de créateurs, qui parlaient de stock options, de résidences secondaires et de la difficulté de trouver du bon personnel de maison. Je me suis tenu dans un coin avec un verre de vin dont je ne voulais pas, et j'ai regardé ma fille évoluer dans cette pièce comme si elle y était née. Elle riait à des blagues que je ne comprenais pas. Elle frôlait les coudes et les épaules comme une politicienne. Et quand elle passait près de moi, elle ne s'arrêtait pas. Elle ne ralentissait même pas. Elle disait juste « Salut, papa » et continuait son chemin. Je suis parti tôt. Elle ne l'a pas remarqué. Les préparatifs du mariage ont commencé environ 8 mois avant la date. Je n'y ai pas été beaucoup impliqué, ce que je pouvais comprendre. Les mariages sont compliqués. Il y a les traiteurs, les fleuristes, les plans de table. Je ne connaissais rien à tout ça, mais je continuais d'attendre qu'elle me demande quelque chose. N'importe quoi. Même juste, papa, de quelle couleur devrait être la cravate de Maxime? Quelque chose pour me donner l'impression d'en faire partie. Quelque chose pour me faire sentir que je n'étais pas juste une note de bas de page biologique dans l'histoire de sa nouvelle vie. Cet appel n'est jamais venu. À la place, j'ai reçu un SMS. Un texto. Papa, est-ce qu'on peut se voir pour prendre un café mardi? Il y a quelque chose dont je dois discuter avec toi. Je savais. Je ne sais pas comment, mais je savais qu'il y avait quelque chose de trop formel là-dedans. La façon dont elle n'avait pas dit « je t'aime » à la fin. La façon dont elle n'a pas appelé ça une discussion pour prendre des nouvelles. Elle a dit « discuter », comme si j'étais un associé commercial, comme si j'étais quelqu'un qu'elle devait gérer. Ce mardi-là, je suis arrivé 15 minutes en avance. J'ai commandé un café noir et je me suis assis à une table près de la fenêtre. J'ai regardé les gens passer dehors. De jeunes couples se tenant la main, une mère poussant une poussette, un vieil homme donnant à manger aux pigeons sur un banc. J'ai pensé à tous les mardis que j'avais passés dans ma vie. La plupart au garage, certains à l'hôpital quand Émilie était malade. Aucun d'entre eux n'avait jamais ressemblé à ça. Aucun ne m'avait jamais donné l'impression d'être dans une salle d'attente avant une intervention chirurgicale. Émilie est entrée à 14 heures tapantes. Elle portait un chemisier crème et un pantalon tailleur. Ses cheveux étaient tirés en arrière d'une manière qui la faisait paraître plus âgée, plus sérieuse. Elle tenait une enveloppe à la main, beige, sans inscription. Elle s'est assise en face de moi sans me serrer dans ses bras, sans me faire la bise. Sans même vraiment dire bonjour, elle a juste posé l'enveloppe sur la table entre nous et a commencé à parler. « Papa » a-t-elle dit, « je dois être honnête avec toi sur un point, et j'ai besoin que tu écoutes avant de réagir. » J'ai hoché la tête. Je ne faisais pas encore confiance à ma voix. Elle a pris une grande inspiration. Elle a regardé l'enveloppe, puis moi, puis à nouveau l'enveloppe, et c'est alors qu'elle a prononcé les mots que j'emporterai avec moi dans la tombe. La famille de Maxime est très traditionnelle. Ils ont des attentes. Et le mariage va être
Il va être rempli de personnes importantes. Des gens du cabinet de son père, des gens du cercle privé, des personnes qui comptent pour notre avenir. J'ai attendu. Je savais ce qui allait suivre, mais j'avais besoin de l'entendre le dire. Le problème, papa, a-t-elle continué, et maintenant sa voix était plus douce, presque compatissante, ce qui rendait la chose encore pire. Tu ne t'intègres pas vraiment dans ce milieu. Et je ne dis pas ça pour être cruel. Je le dis parce que c'est vrai. Tu travailles avec tes mains. Tu vis dans un petit appartement. Tu conduis une vieille camionnette. Et je t'aime pour tout ça, vraiment. Mais au mariage. Au mariage, j'ai besoin que tout soit parfait. J'ai besoin que chaque détail reflète la vie que Maxime et moi construisons ensemble. Elle a poussé l'enveloppe vers moi. Il y a 10 000 € là-dedans, a-t-elle dit. C'est de notre part. De Maxime et moi. Nous voulons que tu fasses un voyage quelque part. Va sur la Côte d'Azur. Va dans les Alpes. Va où tu veux. Mais s'il te plaît, ne viens pas au mariage. Je n'ai pas parlé. J'en étais incapable. Ce n'est pas que je ne veux pas de toi là-bas, a-t-elle ajouté rapidement, comme si cela arrangeait les choses. C'est que je ne veux pas de toi tel que tu es. Et je sais que ça a l'air terrible. Je le sais. Mais j'ai travaillé trop dur pour construire cette vie, papa. J'ai travaillé trop dur pour tout laisser derrière moi. Et je ne peux pas avoir quelqu'un qui débarque à mon mariage dans un costume loué et qui ne sait pas quelle fourchette utiliser. Je ne peux pas supporter que les gens chuchotent. Je ne peux pas supporter que la mère de Maxime fasse des commentaires. Elle a tendu le bras à travers la table et a posé sa main sur la mienne. Son contact était froid. Ou peut-être que c'était le mien. Je ne sais pas. S'il te plaît, ne me déteste pas pour ça, a-t-elle dit. S'il te plaît, prends juste l'argent et pars. Pour moi, pour mon bonheur. Je l'ai regardé pendant un long moment. J'ai regardé cette femme qui avait été autrefois une petite fille qui tenait mon doigt en s'endormant. Qui m'avait autrefois fait des dessins au crayon de cire et m'avait dit que j'étais le meilleur papa du monde entier. Qui avait pleuré sur mon épaule parce qu'un garçon à l'école avait dit que ses chaussures étaient vieilles. Et j'ai essayé de la retrouver quelque part dans le visage qui me regardait. J'ai essayé de trouver l'Émilie qui courait vers la porte quand je rentrais du travail, qui enroulait ses bras autour de mes jambes en refusant de me lâcher. J'ai essayé, et je n'ai pas pu. Alors, j'ai fait quelque chose qui nous a surpris tous les deux. J'ai pris l'enveloppe. Je l'ai mise dans la poche de ma veste et j'ai dit, d'accord. Émilie a cligné des yeux. D'accord. D'accord, ai-je répété. Si c'est ce que tu veux, si c'est ce qui te rend heureuse, alors d'accord. Elle a souri. Elle a vraiment souri, comme si un poids avait été enlevé de ses épaules, comme si elle venait de franchir le dernier obstacle sur le chemin de son jour parfait. Elle s'est levée, s'est penchée et m'a fait la bise. C'était un baiser rapide. Un baiser calculé. Le genre de baiser que l'on donne à quelqu'un quand on pense déjà à son prochain rendez-vous. Merci, papa, a-t-elle dit. Tu ne le regretteras pas. Je te le promets. Puis elle est sortie du café et a disparu sous le soleil de l'après-midi. Je suis resté assis là pendant encore 1 heure. Mon café a refroidi. La serveuse m'a demandé si je voulais autre chose. J'ai répondu non. Je suis juste resté là, à fixer l'endroit où ma fille s'était assise, repassant ces mots en boucle dans ma tête comme une chanson que je ne pouvais pas arrêter. Tu ne t'intègres pas vraiment dans ce milieu. Je ne peux pas avoir quelqu'un qui débarque à mon mariage dans un costume loué. S'il te plaît, prends juste l'argent et pars. J'ai conduit jusqu'à chez moi en silence ce soir-là. Pas de radio, pas de podcast, pas d'appel téléphonique, juste le bruit de la route, le bruit de ma propre respiration, et le son de 10 000 € dans la poche de ma veste. 10 000 €. C'est ce que ma fille pensait que je valais. C'est ce qu'elle pensait qu'il en coûterait pour m'éloigner du jour le plus important de sa vie. Quand je suis arrivé à mon appartement, je n'ai pas allumé les lumières. J'ai marché jusqu'à ma chambre, j'ai enlevé mes chaussures et je me suis allongé sur les couvertures. J'ai fixé le plafond. J'ai pensé à appeler quelqu'un, mon frère peut-être, ou mon vieil ami Luc du garage. Mais que pourrais-je dire? Ma fille vient de me payer pour que je n'aille pas à son mariage. Il n'y a pas de réponse à ça. Il n'y a pas de réconfort pour ça.
Il y a juste la réalisation lente et écrasante que vous avez été remplacé. Le mariage était dans 2 semaines. 2 semaines pour décider quoi faire. 2 semaines pour trouver comment vivre avec une blessure qui n'avait même pas encore commencé à saigner. Je n'ai pas dormi cette nuit-là, ni la nuit suivante, ni celle d'après. Je suis allé au travail. J'ai réparé des voitures. Je suis rentré chez moi. J'ai mangé des plats surgelés. J'ai regardé la télévision sans la voir. J'étais un fantôme dans ma propre vie, hantant des pièces dans lesquelles j'avais vécu pendant 20 ans. Et puis, 6 jours avant le mariage, j'ai reçu un appel téléphonique qui a tout changé. Il était tard, presque 23 heures. J'étais assis dans mon fauteuil inclinable, à fixer un mur blanc, quand mon téléphone a vibré. Je n'ai pas reconnu le numéro. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. « Allô » ai-je dit. « Monsieur Lefebvre. » La voix à l'autre bout du fil était jeune, nerveuse, masculine. « Oui, c'est Maxime. Le Maxime d'Émilie. » Mon cœur s'est arrêté. Pas au sens figuré. Je veux dire que j'ai littéralement senti quelque chose se crisper dans ma poitrine. Maxime ne m'avait jamais appelé. Jamais. Pas une seule fois pendant tout le temps où il avait été avec ma fille. Nos interactions s'étaient limitées à ces 3 rencontres et à quelques SMS obligatoires pour la fête des pères. Pour qu'il m'appelle à 23 heures, 6 jours avant son mariage, c'est que quelque chose n'allait pas. « Est-ce qu'Émilie va bien » ai-je demandé. Parce que peu importe ce qu'elle avait fait, peu importe à quel point elle m'avait blessé, elle restait ma fille. Et cet instinct ne meurt pas juste parce que quelqu'un vous brise le cœur. Il y a eu un silence, un long silence. Quand Maxime a repris la parole, sa voix était différente, plus faible, plus tremblante, comme s'il essayait de ne pas pleurer. « Est-ce que je peux passer vous voir » a-t-il demandé. Je suis dans ma voiture. Je ne suis pas loin de chez vous. J'ai besoin de parler à quelqu'un et je ne sais pas qui d'autre appeler. Je n'ai pas dit oui tout de suite. J'en avais envie, mais il y avait une partie de moi qui était encore en colère, encore blessée, qui s'accrochait encore à l'image de ma fille glissant cette enveloppe sur la table. Une partie de moi qui voulait dire « Pourquoi m'appellerais-tu ? Je ne suis que le mécanicien qui ne s'intègre pas dans ton milieu. » Mais je n'ai pas dit ça parce que j'ai entendu quelque chose dans sa voix, quelque chose de vrai, quelque chose de brut, quelque chose qui ressemblait beaucoup à ce que je ressentais depuis une semaine. « Oui » ai-je dit. « Viens. Je laisserai la lumière du Porsche allumée. » Il est arrivé 20 minutes plus tard. J'ai regardé par la fenêtre sa voiture se garer le long du trottoir. C'était une belle voiture, une BMW noire, le genre de voiture qui n'avait pas sa place dans ma rue, mais c'était lui. Je pouvais le voir assis sur le siège conducteur, les 2 mains sur le volant, fixant droit devant lui. Il est resté assis là pendant presque 1 minute entière, juste assis, juste à fixer le vide comme s'il essayait de rassembler le courage de sortir. Puis il a ouvert la portière. Il a fait un pas sur le trottoir et il a levé les yeux vers mon appartement, vers la lumière clignotante du Porsche, vers la peinture écaillée de l'encadrement de la porte, vers la fenêtre où je me tenais pour l'observer. Et c'est là qu'il a commencé à pleurer. Je ne veux pas dire qu'il a versé quelques larmes. Je veux dire qu'il s'est effondré. Ses épaules tremblaient. Son visage s'est crispé. Il a couvert sa bouche avec sa main comme s'il essayait de retenir le son, mais c'est sorti quand même. Un sanglot brisé et haletant qui a traversé la rue silencieuse et m'a transpercé la poitrine. J'ai ouvert la porte avant même qu'il ne l'atteigne. Je me suis tenu sur le pas de la porte et il m'a regardé avec des yeux rouges et gonflés, et il a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Il a dit « Je suis tellement désolé. Je suis tellement désolé. Je ne savais pas. Je vous jure devant Dieu. Je ne savais pas. Je ne savais pas de quoi il parlait. Mais je me suis écarté pour le laisser entrer. Je l'ai conduit dans mon salon. Je l'ai fait asseoir sur mon vieux canapé. Je lui ai tendu un verre d'eau qu'il n'a pas bu. Et j'ai attendu. Il lui a fallu beaucoup de temps pour se calmer. Il n'arrêtait pas de s'excuser. Il n'arrêtait pas de dire qu'il était désolé encore et encore, comme une prière. Je ne l'ai pas brusqué. Je n'ai pas posé de questions. Je suis juste resté assis dans mon fauteuil inclinable et je l'ai laissé pleurer. Parce que je suis père depuis 32 ans.
Et l'une des choses que j'ai apprises, c'est que parfois les gens n'ont pas besoin que vous répariez quoi que ce soit. Parfois, ils ont juste besoin que vous soyez là pendant qu'ils s'effondrent. Enfin, quand sa respiration a ralenti et que ses mains ont cessé de trembler, il m'a regardé. Il m'a vraiment regardé pour la première fois depuis que je l'avais rencontré. Il m'a regardé comme si j'étais une personne au lieu d'un problème. Elle m'a dit que vous ne viendriez pas, a-t-il dit. Émilie. Elle m'a dit que vous aviez décidé de ne pas assister au mariage. Elle a dit que vous étiez gêné d'être entouré de nos amis. Elle a dit que vous vous sentiez à l'écart et que vous préfériez faire un voyage plutôt que d'assister à une cérémonie chic. J'ai ouvert la bouche pour répondre, mais il a continué. Et je l'ai cru, a-t-il dit. Pourquoi ne l'aurais-je pas cru? C'est ma fiancée. Je l'aime. Je lui faisais confiance. Mais ce soir, je regardais des papiers dans son bureau, des trucs pour le mariage, des contrats de prestataires et des plans de table, et j'ai trouvé quelque chose. Il a plongé la main dans la poche de sa veste et en a sorti un morceau de papier plié. Sa main tremblait quand il me l'a tendu. J'ai trouvé une copie du chèque, a-t-il dit. Un chèque de banque de 10 000 € à votre ordre avec un post-it attaché qui disait « Paiement pour non-présence ». J'ai pris le papier de ses mains. Je n'avais pas besoin de le lire. Je savais déjà ce qu'il disait, mais je l'ai quand même regardé. J'ai regardé l'écriture de ma fille, la façon froide et clinique dont elle avait documenté notre transaction, la façon dont elle avait réduit 32 ans de paternité à une ligne de dépenses dans le budget de son mariage. Je l'ai confronté, a poursuivi Maxime, la voix brisée. Je lui ai demandé ce que cela signifiait, et elle. Elle a d'abord essayé de mentir. Elle a dit que c'était un cadeau. Elle a dit que vous aviez besoin d'argent. Mais j'ai insisté et elle a fini par me dire la vérité. Il s'est essuyé les yeux avec le revers de la main. Elle m'a dit qu'elle vous avait payé pour que vous restiez loin. Elle m'a dit qu'elle ne voulait pas de vous au mariage parce que vous n'aviez pas assez réussi. Parce que vous ne vous intégriez pas. Parce que votre présence lui ferait honte devant ma famille et nos invités. Il s'est arrêté. Il a baissé les yeux vers ses mains. Quand il a repris la parole, sa voix n'était plus qu'un murmure. Monsieur Lefebvre, mon père est chirurgien. Ma mère siège à des conseils d'administration. J'ai grandi dans une maison où le succès se mesurait en mètres carrés et en portefeuille d'actions, et j'ai passé toute ma vie d'adulte à essayer d'échapper à ça, à essayer d'être différent. À essayer de me soucier de choses qui comptent plus que l'argent et le statut social. Il a levé les yeux vers moi. Des larmes coulaient à nouveau sur son visage, mais il n'a pas essayé de les cacher cette fois. Quand j'ai rencontré Émilie, elle m'a dit que son père était mécanicien. Elle l'a dit avec de la honte dans la voix. Et je n'ai pas compris pourquoi. Je ne comprends toujours pas pourquoi. Vous l'avez élevé seul. Vous avez fait des heures supplémentaires. Vous avez tout sacrifié pour qu'elle puisse avoir une vie meilleure. Et elle avait honte de vous. Il a secoué la tête lentement, comme s'il essayait de digérer quelque chose que son cerveau ne parvenait pas à accepter. J'ai beaucoup pensé à mon propre père ces derniers temps, a dit Maxime. À la façon dont il n'est jamais venu à mes matchs de football. À la façon dont il travaillait tard tous les soirs de mon enfance. À la façon dont il a raté ma remise de diplôme parce qu'il avait une réunion de conseil d'administration. À la façon dont les seules fois où il m'a dit qu'il m'aimait, c'était lors d'enterrement et de mariage. Et même là, on aurait dit qu'il lisait un script. Il a tendu le bras et a posé sa main sur mon genou. C'était un geste maladroit, hésitant, mais sincère. Vous avez toujours été là, monsieur Lefebvre. Vous avez répondu présent chaque jour. Et ma fiancée vous a payé pour vous tenir à l'écart de son mariage. Vous rendez-vous compte à quel point c'est insensé? À quel point c'est le monde à l'envers? Je n'ai rien dit. J'en étais incapable. Ma gorge était trop serrée. Ma poitrine était trop lourde. Je suis juste resté assis là, tenant le papier avec l'écriture de ma fille, sentant quelque chose se déplacer en moi que je ne pouvais pas tout à fait nommer. J'ai annulé le mariage, a déclaré Maxime. Je l'ai regardé. Je l'ai vraiment regardé. Son visage était pâle. Ses yeux étaient gonflés, mais il y avait autre chose, quelque chose de résolu, quelque chose qui ressemblait au début du courage. Je l'ai annulé ce soir, a-t-il répété. Je lui ai dit que je ne pouvais pas épouser quelqu'un qui traitait son propre père de cette façon.
Je lui ai dit que si elle pouvait vous faire ça, elle pouvait le faire à n'importe qui, à moi, à nos futurs enfants, à tous ceux qui ne rentraient pas dans son image parfaite. Il s'est levé. Il a marché jusqu'à la fenêtre et a regardé la rue, sa voiture, les maisons sombres d'un quartier qu'il n'avait jamais pris la peine de visiter avant ce soir. Elle l'a très mal pris, a-t-il dit doucement. Elle a dit que je gâchais tout. Elle a dit que je vous choisissais vous plutôt qu'elle. Elle a dit que je ne comprenais pas ce que je faisais. Il s'est retourné pour me faire face. Et peut-être que c'est vrai. Il a ajouté, peut-être que je fais la plus grande erreur de ma vie. Mais je ne pouvais pas me tenir dans cette église, monsieur Lefebvre. Je ne pouvais pas dire oui à quelqu'un qui vous regardait et voyait un fardeau au lieu d'un père. Je ne pouvais pas construire une vie avec quelqu'un qui pensait que l'amour imposait un code vestimentaire. Il est retourné vers le canapé et s'est assis lourdement comme si ses jambes l'avaient lâché. Je suis désolé, a-t-il répété. Je suis désolé de ne pas l'avoir vue plus tôt. Je suis désolé de l'avoir cru quand elle a dit que vous ne vouliez pas venir. Je suis désolé de l'avoir laissé vous faire croire que vous n'étiez pas à la hauteur. Je suis resté dans mon fauteuil inclinable pendant un long moment après ça. L'horloge sur le mur faisait tic-tac, le réfrigérateur bourdonnait. Quelque part dehors, un chien aboyait. Et j'ai pensé à tout ça. À Émilie, à sa mère, à l'enveloppe, aux 10 000 € toujours dans la poche de ma veste dans la chambre, à ce jeune homme assis sur mon canapé, pleurant pour une famille qui n'était même pas la sienne. Et puis, pour la première fois depuis plus d'une semaine, j'ai ressenti autre chose que de la douleur. J'ai ressenti autre chose que de la honte. J'ai ressenti autre chose que le poids froid et lourd d'être indésirable. Je me suis senti compris. Les jours qui ont suivi ont été chaotiques. Émilie m'a appelé 17 fois. Je n'ai pas répondu. Elle a laissé des messages vocaux qui ont commencé avec de la colère, puis sont devenus suppliants, puis désespérés. Dans le premier, elle m'a hurlé dessus pour avoir ruiné sa vie. Dans le 7e, elle sanglotait et disait qu'elle ne pensait pas ce qu'elle avait dit. Dans le 12e, elle me disait qu'elle m'aimait et me suppliait de parler à Maxime. Dans le 15e, elle disait qu'elle annulerait elle-même le mariage si je voulais bien, s'il te plaît, décrocher le téléphone. Je n'ai pas décroché, non pas par cruauté, non pas parce que je voulais la punir, mais parce que je ne savais pas quoi dire. Je ne savais pas comment avoir une conversation avec quelqu'un qui m'avait regardé dans les yeux et m'avait dit que je n'étais pas assez bien pour être vu avec ses invités. Je ne savais pas comment effacer ces mots de ma mémoire. Je ne savais pas comment redevenir le père qui répond toujours présent, alors que ma présence avait été transformée en une transaction financière. Maxime a gardé le contact. Il est revenu 2 fois de plus. Nous avons parlé pendant des heures. Pas d'Émilie, pas du mariage, juste de la vie, du travail, des choses qui comptent et de celles qui ne comptent pas. Il m'a raconté son enfance, la solitude de grandir riche mais pauvre de toutes les façons qui avaient vraiment de l'importance. Je lui ai parlé de l'éducation d'Émilie, des nuits sans sommeil et des vêtements d'occasion, et de la façon dont je faisais semblant de ne pas avoir faim pour qu'elle puisse avoir le dernier morceau de poulet. Nous étions 2 hommes de 2 mondes différents, assis dans un petit appartement dans les mauvais quartiers de la ville, découvrant que nous avions plus en commun que nous n'aurions jamais pu l'imaginer. Le mariage devait avoir lieu un samedi. Une grande église, 300 invités, une réception dans un domaine privé qui ne laissait pas passer la porte d'entrée aux gens comme moi. Au lieu de cela, ce samedi-là, je me suis réveillé seul dans mon appartement. Je me suis préparé une cafetière pleine. J'ai regardé les informations du matin. Et puis, vers 10 heures, on a frappé à ma porte. J'ai ouvert. Maxime se tenait là. Il portait un jean et une chemise en flanelle. Pas de costume, pas de cravate, pas d'eau de Cologne hors de prix. Venez, a-t-il dit. Je vous emmène prendre le petit déjeuner. J'ai haussé un sourcil. Le petit déjeuner? Ouais, a-t-il dit. Il y a une brasserie au coin de la rue. Celle avec l'enseigne à laquelle il manque la moitié des lettres. Je l'ai vue en venant ici. Ça a l'air d'être le genre d'endroit où personne ne se soucie de savoir quelle fourchette vous utilisez. J'ai failli rire. Failli. Au lieu de cela, j'ai attrapé ma veste et je l'ai suivie dehors. La brasserie était exactement le genre d'endroit où j'avais passé toute ma vie. Des banquettes en sky craquelaient. Un jukebox qui ne fonctionnait plus depuis les années 90.
Une serveuse nommée Francine qui appelait tout le monde « mon chou » et ne notait rien sur un carnet. Maxime a commandé une grosse omelette. J'ai commandé des œufs et des tartines. Nous nous sommes assis sur une banquette près de la fenêtre et avons mangé pendant que le monde continuait de tourner sans nous. J'ai réfléchi, a dit Maxime entre deux bouchées, à ce qui va se passer ensuite. J'ai hoché la tête. J'y ai pensé aussi. Je l'aime toujours, a-t-il dit doucement. Je ne sais pas si ça fait de moi un idiot ou juste un être humain, mais je l'aime. J'aime la personne que je croyais qu'elle était, et je n'arrête pas de me demander si cette personne est toujours là quelque part, enfouie sous tout ce bruit. J'ai posé ma fourchette. J'ai regardé ce jeune homme qui avait bouleversé toute sa vie par principe, parce qu'il ne supportait pas de voir un père être effacé. Et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Elle est ma fille, ai-je dit lentement. Et je l'aime. Je l'aime depuis le moment où je l'ai tenue dans la salle d'accouchement, couverte de sang et hurlant comme si elle était en colère contre le monde d'exister. Je l'aime à travers ses caprices, ses bulletins scolaires et sa rébellion d'adolescente. Je l'ai aimée à travers chaque décision stupide qu'elle a jamais prise. Et je l'aimerai probablement jusqu'au jour de ma mort. J'ai pris une gorgée de mon café. Il était terrible. Parfait. Mais l'amour ne signifie pas que je dois accepter d'être traité comme un paillasson, ai-je ajouté. L'amour ne signifie pas que je dois faire comme si cette enveloppe n'avait jamais existé. L'amour ne signifie pas que je dois me présenter à un mariage auquel on m'a explicitement interdit de venir. Parfois, l'amour, c'est prendre du recul. Parfois, l'amour, c'est laisser quelqu'un toucher le fond pour qu'il puisse découvrir sur quoi il veut réellement construire sa vie. Maxime est resté silencieux pendant un long moment. Puis il a tendu le bras à travers la table et m'a serré la main. Je suis content d'avoir trouvé ce chèque, a-t-il dit. Je suis content de connaître la vérité. J'ai serré sa main. Moi aussi. Nous n'avons pas parlé de l'avenir. Nous n'avons pas fait de plan. Nous avons juste fini notre petit déjeuner, payé l'addition et sommes retournés à mon appartement. Maxime est monté dans sa voiture et est parti. Je suis rentré à l'intérieur et je me suis assis dans mon fauteuil inclinable. Et pour la première fois depuis longtemps, je n'avais pas l'impression d'attendre que quelque chose se passe. 3 semaines plus tard, Émilie est apparue à ma porte. Elle avait l'air différente, plus mince, plus pâle, comme si elle n'avait pas dormi, ni mangé, ni pris soin d'elle-même. Elle portait un pantalon de jogging et un vieux sweat à capuche. Pas de maquillage, pas de sac de luxe, pas de lunettes de soleil de créateur. Juste ma fille, debout sur le pas de ma porte, ayant l'air plus petite que je ne l'avais jamais vue. « Est-ce que je peux entrer ?» a-t-elle demandé. Sa voix laissait deviner qu'elle pleurait depuis des jours. Je me suis écarté. Elle est entrée dans mon salon. Elle a regardé autour d'elle les mêmes vieux meubles, les mêmes vieux murs, la même vieille vie qu'elle avait si désespérément cherché à fuir. Et puis elle s'est assise sur mon canapé et s'est mise à pleurer. Pas les larmes de comédie qu'elle avait versées dans le café. Pas les pleurs calculés qu'elle avait probablement utilisés avec Maxime. De vraies larmes, des larmes laides. Le genre de pleurs qui vient de quelque chose de profond, de brisé et de désespéré. « Je suis tellement désolée, papa », a-t-elle dit. « Je suis tellement désolée. Je ne sais pas ce qui ne va pas chez moi. Je ne sais pas comment je suis devenue cette personne. Je ne sais pas pourquoi j'ai pensé que tout cela était acceptable. Je n'ai rien dit. Je suis juste resté assis dans mon fauteuil inclinable et je l'ai laissé parler. Maxime ne veut pas me reprendre, a-t-elle dit. Il dit qu'il a besoin de temps. Il dit qu'il ne sait pas s'il pourra un jour me faire à nouveau confiance. Et je ne lui en veux pas. Je n'en veux à aucun de vous deux. J'ai été horrible. J'ai été cruel. J'ai laissé l'argent, le statut et l'opinion des autres me transformer en quelqu'un que je ne reconnais même pas. Elle m'a regardé avec des yeux rouges et gonflés. J'ai raconté à mes amis ce que j'avais fait, a-t-elle continué. Je leur ai parlé de l'enveloppe, des 10 000 €, des choses que je t'avais dites. Et tu sais ce qu'ils ont répondu? Ils ont dit que c'était pragmatique. Ils ont dit que tu aurais été une source de gêne. Ils ont dit que j'avais simplement été logique. Elle s'est essuyé le nez avec sa manche. Et c'est là que j'ai réalisé que je m'étais entouré des mauvaises personnes. Que j'avais passé 4 ans à construire une vie basée sur tout ce qui n'a aucune importance.
Que j'avais échangé mon père contre une place à une table où personne ne voulait réellement que je m'asseye. Elle s'est levée. Elle a marché vers mon fauteuil et s'est agenouillée devant moi. Elle a pris mes mains dans les siennes. Elles étaient froides, tremblantes. « Je ne te demande pas de me pardonner, » a-t-elle dit. « Pas encore. Je sais que je ne le mérite pas. Je sais que je dois le gagner. Mais je te demande de me laisser essayer. Je te demande de me laisser redevenir ta fille. Pas la fille qui a honte de toi. Pas la fille qui se soucie de savoir quelle fourchette utiliser. Juste ta fille. Celle qui te faisait des dessins. Celle qui courait à la porte quand tu rentrais à la maison. Celle qui pensait que tu étais capable de décrocher la lune. Je l'ai regardée. J'ai regardé cette femme qui m'avait brisé le cœur d'une manière que je ne croyais pas possible. Et j'ai vu quelque chose que je n'avais pas vu depuis des années. J'ai vu la petite fille qui tenait mon doigt en s'endormant. La petite fille qui croyait que son papa pouvait tout réparer. J'ai tendu la main et j'ai touché son visage. J'ai essuyé une larme sur sa joue avec mon pouce. Je ne sais pas si je pourrai un jour oublier ce qui s'est passé, ai-je dit. Je ne sais pas si je pourrai un jour regarder ce café de la même manière. Mais je sais que tu es ma fille, et je sais que tu es là, et je sais que ça a de la valeur. Elle s'est effondrée dans mes bras. Elle a enfoui son visage dans ma poitrine et a sangloté comme elle ne s'était pas autorisée à le faire depuis qu'elle était enfant, et je l'ai tenue. Je l'ai tenue comme je l'avais tenue quand elle avait 2 ans et que sa mère venait de partir. Je l'ai tenue comme je l'avais tenue quand elle avait 12 ans et que les filles de l'école avaient été méchantes avec elle. Je l'ai tenue comme je l'avais tenue quand elle avait 18 ans et qu'elle était terrifiée à l'idée de partir pour l'université. Je l'ai tenue parce que c'est ce que font les pères, même quand ça fait mal. Surtout quand ça fait mal. Le soleil se couchait quand elle a cessé de pleurer. La pièce était sombre, à l'exception de la lumière orange qui passait par la fenêtre. Émilie a reculé et m'a regardé. Son visage était un mélange de larmes et de mascara, mais elle souriait. Un petit sourire fragile. Le genre de sourire qui ne sait pas encore s'il a le droit d'exister. J'ai toujours l'argent, ai-je dit. Elle a cligné des yeux. Quoi? Les 10 000 euros, ai-je répondu. Je ne les ai jamais dépensés. Ils sont toujours dans l'enveloppe dans ma chambre. Elle a commencé à dire quelque chose, mais j'ai levé la main. Je ne te les rends pas, ai-je dit. Pas encore. Je vais les garder. Et peut-être qu'un jour, quand tu auras compris qui tu veux être, on décidera ensemble de ce qu'on en fera. Peut-être qu'on en fera don à un fonds de bourse d'études pour les enfants dont les parents font des heures supplémentaires. Peut-être qu'on les utilisera pour acheter un nouveau canapé. Je ne sais pas. Mais pour l'instant, c'est un rappel. Un rappel de ce qui se passe quand on oublie ce qui compte vraiment. Émilie a hoché la tête. Elle n'a pas discuté. Elle n'a pas cherché d'excuses. Elle a juste hoché la tête. J'aimerais bien, a-t-elle dit doucement. Nous sommes restés assis dans le noir pendant un moment après ça. Un père et sa fille, 2 personnes qui s'étaient perdues et essayaient de retrouver leur chemin l'un vers l'autre. Ce n'était pas facile. Ça ne serait pas facile pendant longtemps. La confiance, une fois brisée, ne se répare pas du jour au lendemain. Mais nous essayons, et parfois, essayer suffit. Maxime et Émilie ont fini par retrouver leur chemin l'un vers l'autre. Ça a pris des mois. Des mois de thérapie, des mois de conversations difficiles, des mois pour Émilie de prouver qu'elle valait mieux que la personne qu'elle avait été à la table de ce café. Maxime ne lui a pas pardonné rapidement. Il ne lui a pas pardonné facilement, mais il l'aimait. Et l'amour, quand il est vrai, est patient. L'amour, quand il est vrai, est prêt à attendre. Ils se sont mariés le printemps suivant. Une petite cérémonie. Dans le jardin de la maison des parents de Maxime. 50 invités. Pas de domaine privé. Pas de 300 personnes qui ne se souciaient pas réellement d'eux. Juste la famille. Juste les amis. Juste les personnes qui étaient restées à leur côté à travers le chaos. Et moi. Je l'ai accompagnée jusqu'à l'hôtel. Elle portait une robe blanche toute simple. Pas de traîne, pas de voile. Elle avait dans les cheveux des fleurs qu'elle avait cueillies dans un champ la veille. Et quand elle a pris mon bras au début de l'allée, elle s'est penchée et a chuchoté quelque chose à mon oreille. Elle a dit « Merci de ne pas m'avoir abandonné, papa.
Merci de m'avoir montré que l'amour ne se mesure pas à ce qu'on possède. Il se mesure à la présence de ceux qui sont là pour vous. Je n'ai pas pleuré. Je m'étais promis de ne pas pleurer. Mais quand elle m'a regardé avec ses yeux, ces mêmes yeux qui m'avaient regardé depuis le berceau de la maternité 33 ans plus tôt, j'ai senti les larmes couler malgré moi. Je serai toujours là pour toi, ma grande, ai-je dit. Même quand tu ne voudras pas de moi. Elle a ri. C'était un vrai rire. Le genre de rire que je n'avais pas entendu d'elle depuis des années. Nous avons remonté cette allée ensemble. Maxime attendait au bout. Il a souri quand il nous a vus. Pas son sourire poli, pas son sourire distant, un vrai sourire, le genre de sourire qui atteint les yeux. Il m'a serré la main avant qu'Émilie ne le rejoigne. Il l'a tenue un instant plus longtemps que nécessaire. Merci, a-t-il dit doucement. Pour tout. J'ai hoché la tête. J'ai lâché le bras d'Émilie. Je l'ai regardée prendre sa place aux côtés de l'homme qu'elle aimait. Et je me suis assis au premier rang, à côté des parents de Maxime, qui m'avaient accueilli chez eux comme si j'y avais toujours eu ma place. La cérémonie a été courte. La réception était simple. Il y avait un grand barbecue au lieu d'un filet de bœuf. Il y avait une playlist au lieu d'un DJ. Il y avait des chaises dépareillées, des bocaux en verre et des guirlandes lumineuses accrochées entre les arbres. Ce n'était pas le mariage qu'Émilie avait planifié. C'était mieux. À la fin de la nuit, quand la plupart des invités étaient rentrés chez eux et que les guirlandes lumineuses commençaient à clignoter, Émilie m'a trouvé assis sur un banc près du jardin. Elle s'est assise à côté de moi et a posé sa tête sur mon épaule. « Je suis contente que tu sois là, » a-t-elle dit. « Je suis contente que tu n'aies pas fait ce voyage. » J'ai passé mon bras autour d'elle. J'ai pensé à l'enveloppe, aux 10 000 €, au café, à l'expression de son visage quand elle m'a dit que je n'avais pas assez réussi pour être vue avec ses invités. J'ai pensé à tout ça. Et puis je l'ai laissé partir. Il n'y a nulle part ailleurs où j'aurais voulu être, ai-je répondu. Et je le pensais vraiment. L'enveloppe est toujours dans ma chambre. Je n'ai jamais dépensé l'argent. Je ne le ferai jamais. Elle repose dans le tiroir de ma table de chevet, glissée entre une vieille Bible et une photo d'Émilie pour son premier jour de maternelle. Parfois, tard le soir, je la sors et je la tiens entre mes mains. Non pas parce que je suis encore en colère, non pas parce que je garde rancune, mais parce que j'ai besoin de me rappeler ce qui a failli se passer, à quel point j'ai failli perdre ma fille pour toujours. À quel point un chèque de 10 000 € a failli me coûter quelque chose qu'aucune somme d'argent ne pourra jamais acheter. Émilie ne sait pas que je l'ai toujours. Peut-être qu'un jour je le lui dirai. Peut-être qu'un jour on en rira. Ou peut-être pas. Peut-être que certaines choses sont trop lourdes pour être transformées en blagues. Mais voici ce que j'ai appris. Voici ce que je veux que vous reteniez de cette histoire. Le succès ne se mesure pas à la taille de votre compte en banque. Il se mesure aux personnes qui répondent présent quand vous n'avez plus rien à offrir. L'amour n'est pas une transaction. Ce n'est pas quelque chose qui se gagne, s'achète ou s'échange. C'est quelque chose que l'on choisit chaque jour, même quand c'est difficile, surtout quand c'est difficile. Et parfois, la personne qui vous brise le cœur est la même personne qui passera le reste de sa vie à essayer de le réparer. Parfois, la rédemption est possible. Parfois, les gens changent. Parfois, la petite fille qui tenait votre doigt pour s'endormir grandit pour devenir quelqu'un que vous ne reconnaissez pas. Mais cela ne signifie pas qu'elle est partie pour toujours. Ça signifie juste qu'elle est perdue. Et les personnes perdues peuvent être retrouvées, si vous êtes prêt à laisser la lumière du Porsche allumée. Je m'appelle Laurent. J'ai 52 ans. Je travaille avec mes mains. Je conduis une vieille camionnette. Je vis dans un petit appartement dans la banlieue sud. Et je suis l'homme le plus chanceux du monde, car ma fille est rentrée à la maison, et ça vaut plus que 10 000 €. Ça vaut tout l'or du monde.